n'est pas raciste parce qu'on a une couleur donnée. On est raciste parce qu'on a commis des actes qui sont racistes. Donc, j'ai l'impression parfois qu'on dit « Ah ben les racistes, c'est forcément des personnes blanches qui sont racistes. Et les noirs, eh ben, on est victime. » Moi, ça me dérange quand même que je sois juste de naissance identifiée comme une victime. Il faut toujours penser à pousser les jeunes générations, notamment dans les quartiers pauvres, dans les quartiers désertés, les pousser pour réussir et leur dire « tu ne dois qu'à toi-même ta réussite et donc tu forgeras ton destin sans recourir à ces alibis culturels ou ethniques qui sont de fausses béquilles. » Donc un discours qui encourage, un discours qui renforce. L'obsession de la couleur de peau et de l'identité menace de nous plonger dans un monde tribal, où le nouvel antiracisme remet la race sur un piédestal et pratique ainsi la folie pigmentaire. Aujourd'hui, mon invité est l'écrivain et philosophe français Pascal Bruckner. Une rencontre que j'attends avec impatience depuis longtemps, parce que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour son travail. En plus d'être un écrivain renommé, il évoque des sujets qui me préoccupent également. Nous partageons les mêmes inquiétudes, notamment au sujet du racialisme et de l'essentialisme, au sujet de la terreur woke qui envahit l'Occident, qui réduit les personnes à leur couleur de peau et qui déteste nos valeurs occidentales. Bienvenue, Monsieur Bruckner. Bonjour, madame. Donc, le titre de votre interview dans la presse hollandaise, c'est L'homme blanc est le nouveau coupable. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez souvent ressenti? Oui, c'est une personnellement chose ou que vous avez que j'ai ressenti depuis au moins 1983 quand j'ai écrit Le sanglot de l'homme blanc. Mais je pensais que la réflexion allait évoluer vers des sujets peut-être moins futiles. Et en réalité, avec l'émergence du mouvement woke depuis une vingtaine d'années aux États-Unis et son enracinement en France, à nouveau, c'est l'homme blanc qui est sur la sellette et qui l'est maintenant universellement. Donc, l'idéologie woke s'aggrave au lieu de s'atténuer. Donc, en fait, ce n'est même pas quelque chose de nouveau. Vous avez parlé de ça déjà en 1983. Hein? Oui, non, c'est pas nouveau. Vous pensez que maintenant, ça s'est intensifié ou est-ce que... Alors, oui. Alors, ce qui a changé, c'est qu'en 1983, on était au lendemain de la décolonisation, ou 20 ans après. Et donc, ça, c'était évidemment où les Occidentaux avaient conquis l'Afrique, l'Asie, et donc avaient été les maîtres. Mais aujourd'hui, ce mouvement vient des Blancs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont à eux-mêmes leurs propres accusateurs. C'est la fameuse phrase de Rosanna Arquette, « J'ai honte d'être née blanche, j'ai tellement honte, je voudrais tellement ne pas être née blanche ». Et donc, la haine des Blancs, c'est d'abord... C'est d'abord la haine de soi aussi. La haine de soi des élites qui font semblant de s'excuser d'exister pour continuer à être acceptées. Je pense que c'est une ruse. En fait, ce que j'ai constaté moi-même, c'est qu'on vous dit toujours que votre réussite est due à quelque chose en dehors de vous-même. Hein? Je donne un exemple, et ce n'est pas seulement l'homme blanc, hein, mais aussi les femmes noires qui ne sont pas de gauche. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, vous avez réussi dans votre vie parce que votre papa est instituteur. Ça m'a choqué parce que j'ai surtout beaucoup travaillé. Maintenant, vous soulignez aussi ce point-là par rapport aux gens qui sont nés hommes et blancs et qui ont fait des études. On dit, mais c'est parce que vous étiez ça. Donc, on sous-estime un peu votre rôle dans votre propre vie. Il ne faut pas méconnaître le rôle de l'envie dans ce genre de réflexion. C'est-à-dire, comme on part du principe que dans la société capitaliste, tout le monde doit rester misérable et exploité, comme beaucoup de gens réussissent, et des gens de toutes origines, de toutes couleurs, on cherche la raison maligne ou la raison mauvaise pour laquelle ils ont accédé aux plus hautes fonctions. Et curieusement, dans une certaine gauche, on ressuscite une idée qui était jadis une idée de droite ou une idée conservatrice, c'est l'idée de fatalité. Vous êtes né pauvre, vous restez pauvre, vous êtes né prolétaire, vous restez ouvrier, vous êtes né noir, donc vous serez toujours assujetti aux tâches subalternes. Et c'est un des grands malheurs de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle ressuscite le fatalisme, qui est en réalité une notion d'ancien régime.
mais qui n'est pas du tout lié à la vulgate progressiste, parce que quand on est de gauche, on devrait appeler tous les gens de toutes origines, justement, à essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes pour réussir. Or, la réussite est très mal vue à gauche. Réussir, c'est trahir sa classe, c'est trahir son clan, c'est trahir sa tribu. Et ça explique beaucoup des malheurs de la gauche européenne aujourd'hui. Et ce n'est surtout jamais grâce à soi-même. Et oui, et c'est voilà, en fait, pour ça que je parle de fatalité, parce que l'individu n'existe pas. Il n'est que le jouet de forces supérieures. La classe sociale, sa race, ses origines religieuses, mais lui, il n'est rien en fait. Il n'est qu'un carrefour d'influences diverses. Et ça, pour moi, c'est le contraire de l'idéologie des Lumières à laquelle je continue à adhérer aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, quand on regarde même les standards, la grammaire, hein, je donne un exemple, on a constaté en tout cas au niveau flamand, au niveau hollandais aussi, que les gens ont voulu changer le niveau d'exigence pour pouvoir intégrer les populations dites de la diversité. Hein. Et à ce moment-là, moi je le vis comme une insulte. C'est comme si on m'estimait, moi, parce que je suis quelqu'un de différent, on estimait que j'étais incapable d'apprendre avec le même niveau d'exigence que des gens qui sont nés ici, par exemple. Est-ce que cette volonté de cultiver la médiocrité, c'est quelque chose qui vous a également frappé? Vous avez parfaitement raison, on appelle ça en bon français du paternalisme. Et le CRAN, à Paris, le Conseil représentatif des associations noires, qui ne représente que lui-même d'ailleurs, parce qu'ils sont quelques dizaines, avait protesté contre le niveau d'entrée à l'école en disant que les examens étaient beaucoup trop difficiles pour des gens issus de l'immigration. Et effectivement, c'est une forme de mépris. Et on estime qu'au fond, il y a deux populations. La population qui est capable de réussir les concours et les examens. Et puis il y a l'autre à qui il faut en quelque sorte aménager des critères plus bas. Mais par exemple, si vous êtes reçu au baccalauréat en France, avec des critères plus bas, ça veut dire que votre diplôme, c'est un chiffon de papier, il ne vaut rien. Et tout le monde saura que vous avez été admis parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes queer, parce que vous êtes gay, parce que vous êtes d'origine immigrée. Et donc, sous couleur d'intégrer tout le monde, sous couleur d'inclusion, pour reprendre ce mot aujourd'hui, en fait, on maintient ces gens dans l'infériorité. Ce sont des procédés oui, c'est du mépris social, en fait. Moi, je le vois même comme une forme de discrimination, une forme de racisme que la gauche et les racialistes qui disent combattre le racisme ne dénoncent pas. Paradoxalement, ils ne dénoncent pas cette forme de racisme qui veut être moins exigeante avec les gens parce qu'ils sont issus d'un autre pays, ou qui veut être moins exigeante parce que vous êtes issu d'une famille qui a un peu de couleur, un peu plus de pigments. Oui, c'est bien sûr, c'est une discrimination plus subtile, mais c'est une forme de discrimination. Et on retrouve exactement le même type de racisme dans les sociétés multiculturelles, où, par exemple au Canada, ou même en Allemagne, il y a eu des tentatives dans ce sens, où on explique qu'il faut une loi accordée à chaque minorité. Et donc, par exemple, pour les musulmans, il faut que ce soit la charia qui règle les conflits familiaux, les conflits d'héritage, les conflits du divorce. Et donc, au lieu de vouloir une loi pour tous qui est une loi égalitaire, on fait une loi conforme aux origines religieuses ou ethniques de chacun. Et donc là, on brise complètement le pacte démocratique et effectivement, on considère qu'il y a deux humanités. Il y a l'humanité supérieure et l'humanité inférieure, ce qui est la définition même du racisme. Tout à fait. Et on voit aujourd'hui aussi qu'il y a beaucoup de sujets tabous. On ne veut pas évoquer ce sujet-là, on ne veut pas en discuter. C'est comme ça et c'est tout. Donc je donne un exemple. Il y a une jeune femme qui lit un poème à l'inauguration du nouveau président américain, Joe Biden. Après ça, c'est la folie au niveau international. On dit que c'est magnifique et on demande à une personne qui est non-binaire
qui est de couleur blanche et qui est hollandaise, de traduire ce texte vers le néerlandais. Alors toute la communauté woke s'excite et dit c'est impossible, une personne blanche hollandaise ne peut pas comprendre le ressenti d'une femme noire américaine qui a écrit un poème justement sur l'égalité. Alors, donc il faut resituer il faut resituer le contexte. C'est après l'affaire George Floyd. Et là, je pense que le monde occidental est devenu fou. C'est-à-dire qu'on a fait de l'histoire mondiale un affrontement entre noir et blanc. Alors que c'est quand même... l'histoire mondiale est infiniment plus riche que ce type de résumé. Et dans le cas de cette jeune poétesse, on a fait un poème qui était aimablement troussé. Voilà, c'est comme une fête de patronage ou de fin d'année. Il y a une élève qui vient faire un petit poème, c'est mignon, c'est gentil, mais ça n'a pas plus de valeur que ça. Mais comme elle est afro-américaine, tout d'un coup, on pense que ce texte est sacré. C'est une parole quasiment biblique. C'est un texte qui devrait surmonter toute l'histoire de l'humanité. Et l'idée qu'une femme blanche non-binaire ne peut pas traduire ce texte me rappelle cette fameuse phrase de Charles Maurras, le théoricien de l'extrême droite en France, qui a été condamné à mort après la guerre, puis gracié. Un juif ne peut pas comprendre Racine. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, selon votre origine, le sang qui coule dans vos veines, vous pouvez ou non comprendre un grand dramaturge français. Si vous êtes blanc, vous ne pouvez pas comprendre cette immense poétesse qui a récité un compliment au président Biden. Et j'en veux beaucoup aux traducteurs qui ont joué le jeu et qui sont rentrés dans ce chantage. Qui sont laissés faire. Oui. Et ils ont agi sous le coup de la peur. Mais il y a eu 6 mois ou 1 an de folie. En France, il y a eu l'affaire Adama Traoré. Je pense qu'aujourd'hui, le climat a changé parce que les gens sont mis à réfléchir. Et la vérité, c'est que la poésie appartient au monde entier. Mais oui, c'est justement ça, la beauté de la poésie. Oui. C'est une communication entre le cœur et le cœur. Oui. Son cœur et le cœur de quelqu'un d'autre. Moi, je ne vous comprendrai pas, par exemple, parce que oui, vous êtes en fait... si je ne m'abuse, un homme blanc. Je suis un visage pâle, oui. Un leucoderme, comme on dit aujourd'hui. Et donc, effectivement, ça coupe l'humanité est divisée en tribus incommunicables qui ne peuvent plus se parler. C'est la définition de l'apartheid. C'est un nouvel apartheid au nom de l'antiracisme. Et c'est ça, me semble-t-il, la supercherie et le mensonge dans lequel sont plongés les États-Unis, parce qu'à cause de leur histoire, l'Amérique, évidemment, a beaucoup de choses à se faire pardonner. Mais les Américains combattent la ségrégation avec un nouvel apartheid, puisqu'aux États-Unis, les recensements sont faits en fonction de la couleur de peau, de l'origine ethnique, de la nationalité. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un copy-paste alors que nous ne sommes pas les États-Unis. Évidemment qu'il est utile et il est nécessaire de combattre le racisme, mais il faut combattre tous les racismes et il ne faut pas appeler tout du racisme. Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. Le mot raciste doit s'utiliser au pluriel, car tous les peuples sont spontanément racistes. Tous les peuples ont tendance spontanément à se préférer par rapport à leurs voisins, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie. Et tous les conflits se sont produits justement à l'occasion d'un complexe de supériorité d'une nation sur une autre. Et toute l'histoire de l'Europe, c'est une série de crimes contre l'humanité, de massacres, de tueries épouvantables, jusqu'à ce qu'en 1945, on se soit réveillé de ce cauchemar. Mais oui, les racismes sont pluriels. Et par exemple, j'ai retrouvé une citation de Ibn Khaldoun, qui est le grand historien tunisien, par ailleurs un très grand historien. Et il explique dans un de ses livres qu'au-dessous du monde arabe, enfin du monde du Maghreb, n'existent pas des êtres humains, mais des quasi-bêtes, des animaux qu'il faut mettre en esclavage. Oui, donc c'est l'une des premières citations dans le monde arabo-musulman qui inscrivent dans le marbre l'infériorité d'une race par rapport à une autre. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'aucun peuple n'est épargné par le racisme et que c'est donc un sujet qui doit préoccuper chacun d'entre nous.
Et en fait, on n'est pas raciste parce qu'on a une couleur donnée. On est raciste parce qu'on a commis des actes qui sont racistes. Donc, j'ai l'impression parfois qu'on dit « Ah ben, les racistes, c'est forcément des personnes blanches qui sont racistes. Et les Noirs, eh ben, on est victime. » Moi, ça me dérange quand même que je sois juste de naissance identifiée comme une victime. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est très dégradant. Et voilà. Être une victime, ce n'est pas être maître de sa vie, c'est être infantilisé. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on est victime. Donc c'est une catégorie dans laquelle on vous range. Et être raciste, effectivement, aujourd'hui, dans l'idéologie woke, le simple fait d'être blanc, un vieux mâle occidental blanc, comme on me qualifie depuis 5 ou 6 ans, ça veut dire que à ma naissance, j'étais raciste, mes enfants seront racistes, tous les gens autour de moi le sont en raison de raciste l'épiderme. Avant même d'avoir des dents ou de savoir marcher. Oui, quoi, voilà. Et donc, on recrée du racisme à partir d'une volonté de le combattre. Et c'est pour ça que très souvent, ceux qui plaident pour des sociétés post-raciales plaident en réalité pour des sociétés hyper-raciales où l'épiderme ou l'apparence vont jouer immédiatement en faveur ou en défaveur des personnes. Mais ce qu'il faut dire très simplement, c'est que l'antiracisme, c'est une éducation, une pédagogie au respect des autres, c'est-à-dire le refus de qualifier quelqu'un en raison de son sexe, de son genre, de sa religion, de sa couleur ou de ses couleurs. Et alors, ça pose la question, que fait-on des métis? Dans quel camp sont-ils? J'ai une fille métisse de 14 ans et on en discute souvent. Et quand j'ai vu qu'une personne hollandaise blanche non binaire ne pouvait pas comprendre, selon les racialistes, un poème écrit par une américaine noire, je me suis dit waouh. Et nous, tous les jours, on mange ensemble, on dîne ensemble et on se comprend, quoi. On est dans une famille de 3 personnes de races totalement différentes. Est-ce que on arrête d'imaginer qu'on est au courant de ce que des membres de nos familles ressentent? Est-ce qu'on arrête de lire des livres? Enfin, moi, j'ai lu Simone de Beauvoir, j'ai lu la littérature française quand j'étais enfant en Afrique. Heureusement que personne ne m'a dit que ce n'était pas du tout fait pour moi. Heureusement. Et en fait, cette théorie-là est une théorie profondément pessimiste. C'est une théorie de la déchéance, c'est une théorie de la chute. C'est l'idée qu'au fond, l'humanité est séparée en cloisons étanches. C'est très dangereux. Alors c'est très dangereux et c'est désespérant. En réalité, c'est désespérant parce que c'est contraire au message universaliste des Lumières et du monde occidental qui fait qu'effectivement, nous pouvons, en tant qu'hommes ou femmes, lire une épopée chinoise, nous pouvons aimer la poésie japonaise, nous pouvons écouter... nous pouvons lire des auteurs africains. Je rappelle, je suis au prix Goncourt, au jury Goncourt. Nous avons récompensé Mohamed Bougarsar cette année, qui est donc un auteur sénégalais et qui nous a dit que le français est en train de devenir une langue africaine. Mais s'il y avait vraiment un mur en raison de la couleur de peau, comment la langue française, forgée à partir du latin pendant 2000 ans, pourrait-elle être compréhensible par des Burkinabés, des Maliens, des Algériens, etc. Et comment moi je pourrais même parler le néerlandais et comprendre les flamands? Voilà. Ça, je vous admire de le faire. Mais donc, oui, c'est au nom d'antiracisme, on recrée un monde fantasmatique qui avait été celui du colonialisme, puisque le colonialisme se fondait effectivement sur l'idée de l'infériorité du colonisateur du colonisé par rapport au colonisateur. Mais tout d'un coup, il n'y a plus de communication possible entre les hommes. Nous cessons d'être frères et sœurs, donc il faudrait... Il y a même une juriste américaine qui a proposé de faire un droit séparé pour les latinos, pour les homosexuels, pour les noirs, pour les asiatiques. Et donc, à ce moment-là, ça n'est plus une nation. Oui, en gros, c'est cette ségrégation, cette forme d'apartheid. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une alliance de fait entre les racialistes et l'extrême droite qui veulent en fait une société qui est divisée en fait sur base de la race et sur base de critères qui ne représentent qu'un tout petit aspect de nos identités, de qui nous sommes en fait. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Mais
Vous avez on raison, arrive c'est dans une plus situation qu'inquiétant comme ça. parce que tout d'un coup, les gens ne se définissent plus par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils sont, en tout cas ce qu'ils sont en apparence. Et il faut revenir à ce que disait Aristote. La race est la couleur de peau est un accident, ça n'est pas une essence. Voilà. Les Grecs étaient basanés et leurs esclaves étaient blancs. Et ça, c'est une chose que les gens ne savent pas assez. Et donc, quand par exemple Éric Zemmour, dans un débat avec Rokhaya Diallo, lui dit « Moi je suis blanc et vous êtes noir », je suis très choqué par ce genre de phrase parce que c'est pas ça qui... Non, il aurait dû dire, moi je suis Éric Éric Zemmour et vous êtes Rokhaya. Tout comme vous êtes Pascal Bruckner, moi je suis Assita. Voilà. Nous pouvons avoir des opinions différentes, mais nous sommes capables de nous parler. Mais il est rentré dans le jeu de son adversaire et il a eu tort. Mais en gros, on se met dans des positions où on pourrait supposer que tous les hommes blancs d'un certain âge pensent la même chose, ou que toute femme noire que vous trouverez qui a mon âge penserait la même chose que moi. Mais on n'est pas uniforme non plus à ce point-là, chaque individu ayant sa propre vie, sa propre mentalité, oui, c'est-à-dire qu'il faut toujours... il ne faut pas réduire la conversation à des appartenances, mais au contraire à l'invention de soi-même. Chaque individu est unique, il a ses talents propres qu'il doit faire fructifier, et ce genre de promesse qui est la promesse démocratique, en gros. Justement. La démocratie dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, en Inde ou dans d'autres pays, c'est l'idée que je ne suis pas prédestiné par mon appartenance sociale ou raciale ou religieuse, à devenir ce qu'étaient mes parents, qui eux-mêmes reproduisaient ce qu'étaient leurs propres parents, leurs grands-parents. Donc en fait, on est en train, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le droit à l'autodétermination pour chacun. Oui, c'est le droit à l'invention de soi-même, en dehors des normes dans lesquelles on a été élevé. Alors évidemment, on a des traditions différentes. Évidemment, on a été élevé dans des langues, dans des religions, auxquelles on peut rendre hommage en tant que personne. Mais selon qu'on est homme ou femme, on est aussi engagé dans la création de son destin propre et qui ne ressemblera pas forcément à celui dont on a hérité. Et oui, parce que parlant justement d'héritage, on entend aussi les racialistes, les woke, donc dire, écoutez, les personnes noires d'aujourd'hui souffrent énormément de ce qui s'est passé avec l'esclavage, avec la colonisation, avec plein de choses. Et de manière implicite et parfois explicite, les personnes blanches d'aujourd'hui sont coupables, comme s'il y avait un héritage alors de la faute ou un héritage qui fait que aujourd'hui les enfants blancs sont coupables de ce que des gens qui sont peut-être même pas leurs grands ou arrière-grands-parents directs auraient fait il y a des centaines d'années, et comme si par exemple quelqu'un comme moi serait victime aujourd'hui de ce qui s'est passé il y a très très longtemps. Donc il y a cette volonté de transférer des fautes réelles ou imaginaires vers des gens d'aujourd'hui. Moi, je trouve ça totalement absurde. Nous sommes tous aujourd'hui des gens face à l'histoire. Oui, vous avez totalement raison. C'est-à-dire que les héritiers, autrefois, c'était donc les enfants des riches familles. Et aujourd'hui, le mot héritage a pris un tout autre sens, un sens symbolique. Il y a une sorte de transmission héréditaire du statut de victime et une transmission héréditaire du statut de bourreau. Donc, si vous êtes blanc, forcément, votre famille a trempé dans le commerce triangulaire. Et si vous êtes noir, c'est donc que vous êtes un descendant d'esclaves. Et donc, si l'histoire, c'est une certaine façon de porter sur ses épaules les crimes des ancêtres ou les souffrances des ancêtres, mais alors c'est une malédiction. Ça veut dire que vous n'avez jamais la possibilité de vous affranchir de ce qu'ont commis vos prédécesseurs. Que vous n'avez pas la possibilité de devenir vous-même une personne libre, c'est aussi une démission. C'est une forme d'abandonner ses responsabilités. De dire, moi, c'est pas ma faute. Si je fais rien, c'est parce que mes grands-parents ont subi quelque chose. Voilà, c'est toujours une manière de s'exonérer de ces fautes. Oui. Et quand, après la décolonisation,
dans les années 60-70, dans l'histoire des indépendances, beaucoup de régimes ont versé à leur tour dans la dictature. Un des grands arguments du tiers-mondisme consistait à dire mais ce n'est pas de leur faute, c'est la faute du colonialisme qui leur a inculqué ces mauvaises habitudes, le régime policier, la brutalité, parce qu'eux, ils sont innocents, ce sont des victimes. Mais aucun peuple n'est innocent, aucun peuple n'est coupable a priori. Il n'y a que la somme des actes que chacun accomplit qui doit être jugée. Et donc, effectivement, je le redis, hein, ce qui me frappe dans le wokisme, c'est qu'il est une version moderne de la fatalité, qui était un peu l'idée dominante dans l'ancien régime en France, c'est-à-dire chacun doit rester à sa place, ne jamais sortir de son rang, les paysans avec les paysans, les serfs avec les serfs, les marchands avec les marchands, les nobles avec les nobles. Et la fin de toute cette forme de prédestination, de cette idée de la fatalité, c'est en fait une bonne nouvelle pour tout le monde parce que tous nous pouvons devenir ce que nous voulons. L'ambition, elle est accessible à tous et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se réinventer. On n'est pas obligé de rentrer dans une case qui était déjà posée. Malheureusement, ce n'est pas l'histoire qu'on raconte aux jeunes personnes qu'ils appellent issues de la diversité. Je dirais ce sont des jeunes Européens, en fait. Aux jeunes personnes aujourd'hui, c'est leur dire, écoutez, vous êtes noir, donc vous êtes déjà une victime, vous souffrez énormément, on va vous aider. Et c'est en plus la faute de l'autre ici à côté. Donc voilà, de quoi avez-vous besoin ? Au lieu de dire, vous avez du talent, vous pouvez avancer, regardez, il y a d'autres gens qui l'ont fait, donc vous allez foncer. Et si vous croyez en vous-même, voilà, the sky is the limit, quoi. C'est cette histoire qu'on devrait dire, c'est encourager les gens à avancer. Bien sûr. Alors, oui, c'est un constat terrible, parce que cette idéologie victimaire se présente sous les allures du progressisme. C'est-à-dire, si vous êtes de gauche, forcément... vous allez vers les opprimés, vous leur dites vous êtes vraiment malheureux et vous avez des raisons de l'être et donc quoi que vous fassiez de toute façon vous allez perdre, vous êtes des perdants. Et ce qui est très frappant dans l'histoire des gauches européennes depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est l'inversion complète de l'idéal. L'idéal, c'était celui des Lumières, de la laïcité, du progrès social et collectif. Et maintenant, une certaine gauche a retrouvé un certain fatalisme qui était le propre de la droite conservatrice, alors qu'une certaine droite embrasse très curieusement l'idéal des Lumières, le respect de la laïcité, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, et la volonté de permettre à chaque individu, d'où qu'il vienne, justement. C'est la déclaration des droits de l'homme. Nous croyons en l'individu, voilà. C'est la déclaration des droits de l'homme. Et là, maintenant, ça m'amène à une question justement qui concerne cette volonté de faire de l'apartheid au niveau de l'application des lois. Donc, on constate qu'il y a aussi parmi les racialistes des gens qui disent, écoutez, pour des familles qui commettent certains crimes qui sont liés à la religion ou à la culture, eh bien, vous savez, il faut être patient avec eux. C'est pas leur faute, ils n'ont pas encore tout compris. Il faut expliquer encore. Alors que dans le droit civil, tout le monde doit être responsable de la même manière. Donc, il y a permettre aux gens de s'exonérer de leurs responsabilités, c'est en même temps être moins exigeant vis-à-vis d'eux quand il s'agit d'appliquer les lois. Donc, on constate qu'en Europe, il y a par exemple des villes où, par rapport aux droits des femmes musulmanes, on va tolérer que l'application de la charia existe, ce qu'on appelle les charia courts. On va tolérer que d'autres règles s'appliquent à elles et on va être plus tolérant par rapport aux gens qui sont violents avec elles, parce qu'évidemment, c'est leur culture. Donc, en fait, on abandonne des femmes qui sont victimes de violences et on abandonne des gens qui sont victimes de discrimination. On abandonne des filles qui sont victimes d'excision, donc de mutilation génitale. Moi, j'ai encore été à côté d'un avocat dans un débat qui m'a dit « Madame Kanko, vous êtes beaucoup trop exigeante. Mais vous comprenez la loi parce que votre papa était instituteur. » C'est l'éternelle répétition de la chose. Et en disant « Parce que votre papa était instituteur. » Mais vous savez, il y a des gens qui n'ont pas encore compris, donc il faut être indulgent. Mais je suis désolée, je ne peux pas être indulgent quand une femme est maltraitée ou quand une petite fille est mutilée, parce que quelqu'un dit qu'il est trop bête pour comprendre la loi ou alors que la gauche lui permette de l'être.
Oui, oui, vous avez 1000 fois raison. C'est un des traits caractéristiques du néo-féminisme, lui aussi importé des États-Unis, mais réadapté à la France. C'est que le néo-féminisme nous explique que l'homme est méchant, violent, cruel, que de par sa constitution physique, c'est un violeur compulsif, il ne peut pas faire autrement, surtout l'homme blanc, donc c'est le règne du patriarcat. Mais dans cette condamnation de la masculinité, il y a une exception, c'est les immigrés en provenance du Maghreb ou d'Irak ou d'Afghanistan qui tout d'un coup sont exonérés de toute accusation parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils ont été opprimés. C'est la fameuse interprétation passionnante sur le plan théorique des événements de Cologne décembre-janvier 2015. Où il y a beaucoup de femmes qui ont été agressées. Il y a eu à peu près plusieurs centaines de femmes qui ont été agressées sexuellement dans la gare de Cologne et dans d'autres gares allemandes. Et alors, c'est un débat passionnant parce qu'il a opposé Kamel Daoud, qui est un écrivain algérien, et les féministes algériennes à des féministes et des universitaires français et américains qui les ont traités de racistes, alors que Kamel Daoud et les féministes algériens disaient non, on connaît simplement ce dont on parle, on sait la misère sexuelle des jeunes gens qui viennent du Maghreb et comment, quand ils voient des femmes en jupe ou en pantalon, ils ont l'impression qu'elles sont leur propriété. Et donc, effectivement, on partage l'humanité entre ceux qui sont responsables de leurs actes et qui donc doivent payer quand ils commettent une infraction, un viol ou une agression sexuelle, et puis les autres qui bénéficient toujours d'un coefficient d'indulgence. Il faut être indulgent, ils ne connaissent pas bien la loi. En réalité, évidemment, c'est scandaleux et c'est une manière de maintenir dans la société française ou hollandaise ou belge des zones de non-droit où les femmes sont traitées comme des êtres inférieurs, battues, excisées dans le pire des cas. Et effectivement, c'est une forme de mépris colonial au nom de l'anticolonialisme. En fait, c'est le vieux mépris colonial qui revient dans les rangs d'une certaine gauche. Et vous le dites dans votre livre, dans votre livre, donc L'homme blanc est un coupable presque parfait, vous dites qu'en fait, la théorie racialiste, l'engagement racialiste contre le racisme, revient dans une situation où il crée lui-même une forme de racisme. Donc en gros, ils créent eux-mêmes la situation qu'ils prétendent combattre. Ça, c'est aussi l'expérience qu'on a en effet sur le terrain. Vous le dites beaucoup plus joliment. Non, mais vous le dites très bien. Mais c'est vrai que cet antiracisme-là, différentialiste, est une nouvelle forme de racisme. C'est comme un diable qui se mord la queue, quoi. Oui, c'est ça, voilà. C'est une sorte... comme avait dit un avocat français, c'est le Ku Klux Klan à l'envers. Le Ku Klux Klan à l'envers, c'est vraiment très, très bien, très bien dit, en effet. C'est vrai. C'est ça. Alors, on fait des réunions entre racisés, où les Blancs sont exclus, des réunions entre femmes, où les hommes sont exclus. Mais donc, on perpétue ce que l'on veut combattre. Je me demande où les métis iront, en fait. Les métis sont mal barrés. Les métis sont mal barrés parce qu'ils sont souvent rejetés. Ils ne peuvent pas aller aux réunions des Blancs, ils ne peuvent pas aller aux réunions des Noirs, alors ils vont où? Oui. Non, la question métisse est passionnante, mais effectivement, donc, au fond, on peut se demander, dans toute cette histoire, si on n'est pas dans ce que Jean Baudrillard avait appelé SOS racisme. Il disait, ça me fait penser à SOS baleine. C'est-à-dire de même qu'il faut sauver les baleines, il faut sauver le racisme. Parce que imaginons que demain, le racisme disparaisse ou devienne résiduel dans les relations entre les êtres, entre les citoyens. Que deviendraient les organisations antiracistes? Elles seraient au chômage. Parce que l'antiracisme, c'est un marché. C'est un marché très important. C'est un commerce. Et donc, c'est un commerce juteux. C'est comme un commerce... des stars d'Hollywood, comme pendant le Super Bowl, on voit Eminem qui se prosterne, qui met un genou à terre contre le racisme. Mais en gros, il a des titres, donc publicité garantie. Oui, il peut vendre encore des disques. C'est la plus-value du cœur, là. Vous êtes tout d'un coup inondé d'une sorte de bonté surhumaine. Vous êtes... éminemment sympathique. Et en gros, ça ne change même rien ça à la situation du vrai racisme. Et surtout aux États-Unis, ça ne change rien à la condition des Afro-Américains qui méritent effectivement d'être révolutionnés. Donc c'est une posture.
C'est une posture et c'est très grave, je pense. Ça m'amène à un nouveau point qui est ce racisme entre les Noirs et les Noirs. Donc en gros, moi je suis souvent victime surtout de personnes noires, de personnes qui estiment que je ne devrais pas parler des femmes musulmanes, que je devrais accepter la situation telle qu'elle est. Et donc l'insulte qui revient le plus souvent c'est Banti. Donc j'ai déjà eu le point Banti, hein, donc, qui est vraiment une insulte très grave. Hein. C'est que vous êtes une vendue, mais ça veut dire aussi dans les communautés noires, enfin communauté noire ça n'existe pas, mais dans les communautés racialistes, ça veut aussi dire que vous êtes un peu quelqu'un qui est physiquement en tant que femme, une femme... je suis vraiment en train de chercher une façon politiquement correcte de le dire, mais je ne devrais pas. Donc pour eux, vous êtes une pute des Blancs, en gros. Pour le dire de manière très crue, ça veut dire ça. Quand on vous dit que vous êtes une bounty, et c'est assez violent. Et quand votre famille lit qu'ils disent tout ça sur vous, juste parce que vous avez oublié que vous étiez noir, vous vous êtes souvenu du fait que vous êtes une personne, que vous pouvez faire la même chose, que vous avez les mêmes capacités intellectuelles que toute autre personne et que vous pouvez avancer dans votre vie en travaillant dur, que vous n'allez pas faire de votre couleur un argument politique ou économique et que vous n'allez pas l'utiliser pour pouvoir accéder à quoi que ce soit, qu'en gros, vous êtes égal aux autres. Si vous me permettez un petit détail biographique, je vis moi-même avec une métisse d'origine rwandaise et on était ensemble à Cuba. Et comme elle est un peu basanée, les filles la traitaient de pute en espagnol, puta, puta, parce qu'ils pensaient que je l'avais trouvée à La Havane ou à Santiago de Cuba. Et ce qu'elle dit souvent, c'est que le seul racisme dont elle a vraiment souffert, c'est à l'hôpital de la part des infirmières noires qui pensent qu'elle est mal blanchie. C'est une chose et même aujourd'hui, avec ses copines de Gambie, du Sénégal, souvent elles ont des accrochages. Mais voilà, c'est l'idée folle et qui est quand même qui est scandaleuse que la couleur de peau crée une solidarité mondiale et que donc tous les gens devraient se définir par rapport à leur apparence, leur épiderme. Oui, c'est extrêmement grave parce que c'est la fin de tous les espoirs d'une réconciliation des gens ou même d'un avancement des individus. Mais le métissage c'est une question très compliquée. Il y a eu beaucoup de livres en France là-dessus, puisque le métis se met en position d'être attaqué des deux côtés. Tout à fait. Par les Blancs et par les Noirs, ou alors s'il est Eurasien, par les Chinois ou les Vietnamiens et par les Européens. C'est une position... C'est tellement violent. Il y a même ceux qui disent que les métis ne devraient pas exister. Moi, ma fille est métisse, elle a vu une fois un commentaire sur Internet où quelqu'un disait que les métis ne devraient pas exister, que c'est très grave et que c'était des racialistes, hein, et que c'est de la maltraitance même d'enfants que de mettre un métis au monde. Mais ça remet même en question l'existence de personnes, hein, et en disant que c'était une agression biologique envers cette personne et que ça va créer beaucoup de problèmes et même des maladies génétiques qui ne devraient pas se mélanger. Mais c'est complètement hallucinant. Imaginez si le monde entier était métissé, on ne parlerait même plus de ce... Oui, moi je pense que c'est la victoire posthume de Hitler. C'est vraiment la division de l'humanité en races infranchissables. Et donc ce qui est critiqué dans le métissage, c'est qu'en fait il viole la pureté raciale. Il y a une pureté raciale blanche. Pour moi le métissage, c'est le résultat de l'amour. C'est aussi simple que ça. Oui. Du désir en tout cas, c'est la preuve que les couleurs de peau ne sont pas des barrières infranchissables et que les gens se sont désirés. Mais parlant de cet épisode que vous me racontez avec votre compagne donc à Cuba, ça me rappelle qu'en 2007, je suis allée pour la première fois à New York avec mon mari. Et à l'époque, j'avais 27 ans et j'étais très enthousiaste. J'avais lu beaucoup de poésie américaine et je voulais absolument voir Harlem. Et donc, on est arrivé et on est allé... donc, j'ai dit, mais il faut qu'on aille à Harlem, Et lui me disait, mais tu sais, Harlem, à cette heure-ci, c'est pas très malin, il est tard. Et je lui dis, mais non, mais toi, tu as des préjugés, on va aller à Harlem. Et donc, il faisait un peu noir et on est allé à Harlem, on a pris le métro.
Mais comme moi, j'avais oublié en fait que lui était blanc et que moi, je suis noire. Et donc, quand on est arrivé à Harlem, pour moi, on est juste nous deux. Mais on s'est fait agresser verbalement, on s'est fait bousculer quand on se promenait dans la rue, mais dans la main, juste parce qu'on était un couple mixte. Et donc, j'entendais des gens qui disaient des insultes. Ça a été assez choquant. Et donc, ça, c'était mon expérience à Harlem. Et ce n'était pas une très bonne expérience, non. Et lui était choqué aussi. Oui, alors ça, je comprends tout à fait, c'est honteux. Mais c'est parce que l'Amérique vit toujours sur le vieux régime de la ségrégation. Et donc, chaque communauté a intérêt à ce que les garçons ou les filles ne sortent pas avec des garçons ou des filles des blancs. Parce qu'à ce moment-là, il y a un sentiment de trahison. Même dans les films américains, c'est rare de voir... Oui, il y a des mariages mixtes en augmentation, mais pas beaucoup. Par rapport à la France, il faut rappeler quand même que les soldats américains, afro-américains, en 14-18, sont restés par milliers en France parce que c'était le pays où on les servait à table, où on les soignait à l'hôpital, où ils pouvaient prendre le taxi, où ils pouvaient coucher avec des Françaises sans qu'on les lynche ou sans qu'on les pende. Je rappelle que Miles Davis a été l'amant de Juliette Gréco. Il se passe des choses en France, en général. Il se passe des choses, oui. Alors les Français ont beaucoup de défauts, on est un pays insupportable, arrogant, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de racisme libidinal. C'est-à-dire que c'est vrai que les Français sont ouverts à toute la diversité pigmentaire du monde et qui en font même un argument esthétique. Et inversement. Donc c'est vrai que si vous étiez allé à Paris avec votre mari, vous auriez été... personne ne vous aurait remarqué. Et quand j'avais parlé avec James Baldwin, qui était donc un écrivain, poète américain qui a fui les États-Unis après la guerre pour fuir le racisme, il a dit ce qui m'a toujours frappé en France, c'est l'indifférence des gens. En fait, les gens ne me voyaient pas. Moi, je trouve que cette indifférence, elle est bénéfique parce qu'effectivement, on ne juge pas quelqu'un sur son apparence furtive, mais après, on essaie de rentrer avec lui en communication et de le comprendre dans sa profondeur de personne privée et non pas dans son apparence qui le relie à une communauté qu'on ignore. Donc, mais je dirais aussi, à Paris, ça dépend aussi de où vous promenez. Hein. On a la même chose à Bruxelles ou en fonction de l'endroit, si vous êtes à Molenbeek ou si vous êtes à Ixelles ou si vous êtes à Bruxelles-Ville. Oui. Donc, vous allez toujours vivre une expérience différente. Moi, pendant la campagne électorale, je suis allée à Molenbeek la nuit et j'ai vu des cafés où il n'y avait aucune femme. Et ça m'a frappée parce que j'ai dit, mais ils sont où? J'étais la seule femme dans les cafés avec mon équipe de campagne où je vois que des hommes dans les cafés. Et donc, même la journée où tu ne vois que des hommes, ils sont où les femmes? Donc, il y a cette ségrégation déjà qui existe et cette culture qui a été importée et les gens ne se sont pas intégrés en tant qu'individus. Et l'approche, elle est une approche de groupe. C'est ça aussi qui a un impact sur la politique avec l'Afrique. Donc, on a eu des débats... Maintenant, on parle beaucoup des relations entre l'Europe et l'Afrique, mais cette relation qu'on a aujourd'hui, là, qui est basée sur la théorie racialiste et essentialiste, est aussi présente dans nos relations internationales, en fait, dans la façon dont nous voyons l'Afrique comme le continent qu'on doit aider, le continent qu'on doit sauver, le continent où tout est notre faute, en fait. Hein. Donc ça, c'est une des choses qu'on maintient en disant que c'est la faute de l'Europe. Et quand on regarde qu'un président, par exemple, en Afrique de l'Est, n'a pas réussi à sauver sa population contre les djihadistes, eh ben, c'est à nouveau la faute de quelqu'un d'autre ailleurs qui aurait dû venir résoudre le problème. Donc, il y a cette culture à l'international qui continue, et pendant que nous, on fait ça avec la Russie et la Chine sont en train de se développer. Je pense qu'une partie des Occidentaux, des élites, se veulent les représentants exclusifs et universels de la barbarie. C'est-à-dire que l'Europe n'est plus impérialiste parce qu'elle n'a plus de colonies. Mais il lui reste qu'une seule chose, c'est elle veut garder le monopole du mal. Et au moins comme ça, elle est à la tête. Donc elle est consentante en fait, c'est ça? Elle est consentante et puis c'est une sorte d'impérialisme à l'envers. On est méchant, ils sont tous victimes. Et donc, c'est une manière, effectivement, de décrédibiliser les pays africains ou les populations que l'on prétend aider. Et en réalité, on les désarme complètement, on les désarme psychologiquement. On en fait des enfants éternels. Et donc, c'est une très, très mauvaise leçon pour les pays africains qui n'ont pas besoin d'être sauvés
mais qui tiennent le salut entre leurs propres mains. Qui ont besoin de devenir des partenaires. Oui, des partenaires à égalité et non pas simplement des sujets. Oui. On est resté encore trop dans une relation post-coloniale. Oui. Et alors pour dire un mot de Molenbeek, nous on a eu Roubaix récemment. Roubaix, où un reportage de M6 a montré qu'en réalité, il y avait des quartiers entiers qui ne vivaient pas sous la loi française, où dans certains magasins, on vendait des poupées sans visage parce que l'homme n'a pas le droit de représenter le visage, qui est le seul privilège d'Allah, où les femmes étaient calfeutrées chez elles, et où on vendait dans des librairies des ouvrages en arabe et en français qui faisaient l'éloge du djihad. Eh bien, les reporters ont été menacés de mort, ils sont sous protection policière. Donc on a ce problème partout. C'est la jeune femme, la Meunier, qui a 34 Ophélie ans. Meunier, oui. Ophélie Meunier qui doit maintenant se cacher. Et, c'est extrêmement grave parce que c'est la jurisprudence Samuel Paty. Si tu parles, je te coupe la tête. Et là, on a Ayaan Hirsi Ali, qui était une femme politique hollandaise qui est protégée Je la connais bien, Ayaan. Ayaan je l'ai vue très souvent. Qui viendra à Bruxelles cette année. On vous invitera. Et qui doit se cacher, qui est toujours sous protection depuis près de 20 ans, juste parce qu'elle a dénoncé la réalité. Donc, il faut qu'on se voile la face et qu'on ne constate pas ce qui se passe. Et elle a été trahie par la gauche. Trahie par la gauche et par la droite, abandonnée par tous. Il faut aussi, dans cette conception des choses, il faut aussi faire la part à la peur. C'est-à-dire que si vous dénoncez un scandale lié à la religion, la réplique, c'est pas on va faire un droit de réponse à la télévision, on va vous faire un procès. Non, on vous coupe la tête. Voilà, c'est ça. C'est très désagréable. Et rien n'a changé finalement depuis 2004 parce qu'il y a eu Théo Van Gogh qui a fait ce documentaire avec Ayaan Hirsi Ali on lui a tranché la gorge en pleine rue. On a eu d'autres personnes qui ont été tuées, on a eu des attentats et on a eu Samuel Paty, un enseignant qui a été décapité en France en 2020. Et on a maintenant Ophélie Meunier qui doit se cacher et voilà, tout va bien, Madame la Marquise, disent les racialistes. Oui, tout va bien. Tout ça, c'est la faute de l'Occident, c'est de l'islamophobie. C'est notre faute, en fait, si on nous décapite. C'est l'islamophobie, le racisme contre l'islam. Et toute critique de l'islam doit entraîner immédiatement soit une condamnation juridique au tribunal, soit alors une mise à mort avec les ustensiles que vous choisirez. Et effectivement, c'est absolument... La jeune Mila aussi, c'est cette jeune femme homosexuelle en France de 15 ans qui a été harcelée sur les réseaux et qui a eu des mots un peu brutaux sur le Dieu des musulmans et qui maintenant vit sous protection policière depuis un an. C'est une menace très très forte contre la liberté d'expression. Oui, contre la liberté d'expression et même contre la tradition de séparation des églises et des États. Nous avons le droit de ne pas aimer les religions. Ça fait partie des droits fondamentaux. Nous avons le droit de ne pas aimer le judaïsme, le christianisme, le protestantisme, le bouddhisme, l'islam. Ça ne fait pas de nous des racistes. Mais depuis le début du siècle, le monde a pris un très mauvais tournant. Avant, il y avait l'affrontement contre les totalitarismes communistes et marxistes. Ce n'était pas non plus du gâteau. Mais aujourd'hui, nous sommes engagés dans un nouveau combat qui va durer longtemps et qui est effectivement par moments extrêmement dur à supporter. Parlant justement des choses qu'on aime. Dans votre livre, j'ai lu un petit détail qui m'a intriguée. Au début, il est écrit « Amatutsi du Thalys ». Oui, ben voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, c'est une... Donc c'est ma compagne depuis 14 ans qui est belgo-rwandaise et qui prend le Thalys très souvent, tantôt avec moi, tantôt toute seule. Nous sommes un couple transnational entre Bruxelles et Paris. Ce qui, par parenthèse, est une très bonne manière de faire durer un couple, c'est de ne pas vivre ensemble. Si vous me permettez une petite nuance. Quand on peut se le permettre... Le Thalys, c'est un pont. Le Thalys, c'est un pont très cher. Il est extrêmement cher parce qu'ils ont les monopoles des prix. Aucune autre compagnie n'a réussi à briser ce monopole, mais c'est pratique. Et oui, je pense que la distance est une bonne manière de maintenir la proximité, paradoxalement, dans la relation amoureuse. La distance est une bonne manière de maintenir la proximité. C'est très bien dit. Quand on n'a pas d'enfants élevés, parce que voilà, moi, évidemment, mes enfants sont grands, j'ai des petits-enfants, elle a un grand-fils aussi, donc c'est une manière intelligente de ménager,
Et vous avez beaucoup pensé à elle, pensé à vous, pensé à la situation actuelle en écrivant justement Oui, oui, ces livres. on en parle beaucoup, Oui. on en parle énormément et ça l'agace et ça l'exaspère elle aussi. Euh, mais oui, bon, maintenant c'est une question qui se pose à tout le monde. Oui, tout à fait. D'où qu'on vienne, quel que soit, vous êtes confronté en permanence à des insultes dans la rue qui tout d'un coup vous remettent dans un statut que vous pensiez avoir oublié. Euh, donc moi, au cours de ma vie, j'ai été traité de sale pédé quand j'étais jeune parce que j'avais les cheveux longs. Bon, ça me faisait ni chaud ni froid. Après, ça a été sale sioniste et sale juif parce que je ne suis pas hostile à l'existence d'Israël, pour dire le moins. Et maintenant, c'est sale blanc ou petit blanc ou vieux blanc. Alors, c'est ce qui me vexe le plus, c'est vieux blanc, parce qu'il y a vieux. Mais c'est très curieux, l'évolution des insultes prouve aussi l'évolution des mentalités et de l'idéologie dominante. Oui. Mais encore une fois, je pense que la gauche va mourir mourir de catégoriser l'humanité en race, car la gauche est l'ennemi de la race par nature. Il y a un journaliste hollandais qui s'appelle Joris Luijendijk et qui a dénoncé les privilèges de l'homme blanc qui a suivi des études supérieures. Et il dit dans une interview, il est l'heure maintenant de s'attaquer à ce genre d'hommes, c'est-à-dire à des hommes comme moi, donc de l'autoflagellation. Oui, c'est l'autoflagellation. C'est de l'hypocrisie, c'est très retors en fait. C'est quelque chose que les moralistes français ont dénoncé. La fausse humilité. Il n'y a rien de plus orgueilleux qu'un homme humble qui courbe la tête. Il n'y a rien de plus orgueilleux qu'un homme humble. Oui, qui dit voilà, je suis coupable. Ça, le catholicisme est une tradition religieuse parfaite pour ça. Mais je n'en crois pas un mot. Tout ça, pour moi, c'est du flan. Si vraiment il veut abolir tous ses privilèges, qu'il donne tous ses biens et qu'il aille vivre dans la rue comme un clochard. Non, le propre d'un privilège, si on estime qu'on est privilégié, si on veut vraiment être généreux, il faut partager ses privilèges avec d'autres et donc permettre aux gens d'accéder au niveau d'études, à l'éducation qui est le vôtre. Mais justement, c'est ce que l'État permet. Donc l'éducation, elle est disponible pour tout le monde. Donc en gros, il faut travailler. Oui, c'est la merveille de l'Europe. Hein. On ne se rend pas compte quand même que l'Europe, c'est une création unique dans l'histoire du monde. 25 pays qui ne se font plus la guerre. Et que le monde entier nous envie. La preuve, il n'y aurait pas autant de migrants qui viennent sur nos côtes si l'Europe n'était pas quand même un foyer d'attraction. C'était si mauvais que ça, en effet. Oui. Mais Luijendijk dit qu'il y a 7 cases à cocher. Et quand on les coche, on est un privilégié, donc on est de toute façon coupable. Et en gros, moi, je le vis et je le vois aussi comme un complexe de supériorité. Comme s'il disait, regardez-moi, je suis tellement formidable, je suis tellement mieux que vous tous, que du coup, je suis sur mon truc, là, je vous regarde en bas. C'est en gros le sentiment, moi, je pense un peu que c'est ça. Vous avez parfaitement raison. Je suis tellement supérieur à vous que j'accepte même de me dégrader et de me mettre à votre niveau. Voilà. Oui. Vous vous rendez compte, maintenant, vous pouvez me baiser la main. Et, oui, non, mais tout ça, c'est ce que je disais, c'est de la fausse humilité. D'ailleurs, je crois que dans la Bible, c'est recensé comme un des péchés, une des variantes du péché d'orgueil. Mais on lui dira alors, quand on va le croiser, pour voir s'il va se remettre en cause. Réagir, oui. Et j'ai encore un point là-dessus, c'est parfois il m'est arrivé, donc j'avais envoyé un tweet là-dessus, il y avait eu au moins 3000 réactions de gens qui ont dit oui, on comprend. C'est une femme beaucoup de femmes en fait, des femmes de gauche qui estiment qu'elles doivent toujours me dire ce que je dois faire. Et donc j'avais dit, mais moi j'en ai marre en fait de toutes ces femmes de gauche qui estiment qu'elles doivent me dire ce que je dois faire, ce que je dois penser et ce que je dois défendre ou condamner juste parce que je suis noire. Et donc c'est assez frappant que des gens s'octroient le droit et même la responsabilité de vous materner et de vous dire en fait ce que vous devez faire, ce que vous devez penser, ce que vous devez condamner dans le débat politique, dans le débat de société au sujet de tout ce qui concerne l'identité par exemple. Oui, vous avez raison, c'est toujours ce complexe de supériorité qui fait que on assiste les gens un peu comme des enfants. Et on ne les aide pas à sortir de cet état parce qu'on considère que, par nature, ils ont besoin d'un tuteur ou d'une tutrice.
et que notre position nous met en état d'être ce pédagogue bienveillant qui tapote les épaules de la personne et qui dit oui, tu vas y réussir, c'est encore un effort. Oui, c'est une sorte de néocolonialisme posthume. C'est le racisme of low expectations. Oui, exactement. Mais il est actif, c'est pas un racisme passif, ça. Il est actif. De la part de ces gens-là, on attend si peu de choses que le peu qu'ils réussissent, c'est déjà un miracle. Mais c'est pas vrai, il faut être intransigeant avec tout le monde. Nous sommes tous égaux devant la loi. L'intransigeance, c'est même une forme de respect. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le dis. Les gens qui sont exigeants envers moi, j'estime qu'ils me respectent. Voilà, beaucoup plus que s'ils faisaient preuve de condescendance ou d'indulgence. Comme très souvent, le racialisme, c'est un faux problème. C'est-à-dire que c'est une diversion par rapport aux problèmes réels de la société, qui sont des problèmes sociaux. On est une société qui offre la possibilité à tout le monde d'aller à l'école. On a toute une série de mécanismes qui doivent intervenir pour donner les mêmes opportunités à tout le monde. Et il faut saisir ces opportunités. Mais au lieu d'encourager les gens à saisir ces opportunités, il leur dit, écoutez, vous n'avez rien et moi j'ai tout. Regardez-moi, venez me donner quelques coups de fouet et puis voilà quoi. Oui, exactement. Et votre vie sera meilleure. Ça, je ne le dirai pas mieux que vous. D'abord, c'est une manière d'enfoncer les gens qui sont pauvres ou démunis dans leur misère, de leur dire restez où vous êtes et admirez-moi et venez effectivement me frapper, car vous confirmerez mon immense supériorité. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que cette forme d'humilité est en réalité un orgueil fou, un orgueil démesuré qui feint de s'abolir pour mieux s'imposer. Tout à fait. C'est une ruse de la mauvaise foi. Et ce genre de problème, vous l'évoquez aussi dans une de vos déclarations à la presse où vous dites, par exemple, le gros problème est que les gens confondent constamment couleur et classe. Même Emmanuel Macron a dit un jour qu'il était si privilégié à cause de la couleur de sa peau. Mais c'est absurde, il doit sa position à son origine sociale, pas à sa couleur. Mais aussi à beaucoup de travail, j'ajouterais. Oui, il y a beaucoup de travail, mais alors il est vrai que Emmanuel Macron, juste pour faire une petite incise française, a partagé l'idéologie communautariste woke pendant 3 ans. Et là, il est en train de changer complètement. Pour gagner les élections. Pour gagner les élections, et puis parce que la réalité française l'a changé, que ce soit sur l'islam radical ou sur l'idéologie woke, il est devenu républicain, chevènementiste. Donc, c'est une évolution très positive. Et j'ai travaillé avec lui notamment pour faire rentrer Joséphine Baker au Panthéon. Ah, c'est très bien ça. Et donc effectivement, j'ai vu qu'il était plus le même homme, il est devenu un... Il a même soutenu des lois contre la ségrégation, l'apartheid dans la société basée sur la religion, en fait, par exemple, aux droits des femmes musulmanes et tout ça. Oui, il est devenu un républicain au sens classique du terme, parce que je pense que en France, la vraie division, c'est pas droite-gauche, c'est ou vous êtes républicain ou vous êtes contre la République. Donc vous êtes pour les droits, pour l'égalité entre tout le monde. Oui, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, et entre individus. Et pour ma part, je ne vois pas d'autre solution, sinon à retomber dans le tribalisme ou une forme subtile de ségrégation qui est d'autant plus inattaquable qu'elle se présente sous les apparences de l'antiracisme. Et à partir du moment où vous êtes un raciste, un antiraciste raciste, plus personne ne peut vous attaquer puisque vous dites non, moi c'est au nom du bien et de la réconciliation de l'humanité future qu'aujourd'hui je suis obligé d'admettre qu'il y a des divisions entre races et qu'il faut les renforcer, qu'il faut les souligner. Mais on ne fait qu'ajourner le problème qu'on veut résoudre et donc c'est un serpent qui se mord la queue. Voilà. Et si vous êtes une victime consentante, que vous êtes noire, tout le monde vous adore, vous êtes le chouchou des médias un peu. Vous êtes le chouchou des médias pendant quelques temps parce qu'il y a beaucoup de victimes et donc la porte reste ouverte très peu de temps. Mais c'est la pire des solutions, c'est celle qui vous met sur la touche volontairement et qui fait de vous quelqu'un qui sera plus tard très malheureux ou aigri. Non, il faut se battre pour réussir. Et je vois aussi, vous avez dit, donc selon vous, dans la lutte antiraciste actuelle, des termes tels que blanc et noir risquent d'être considérés comme des essences réelles, des données immuables, qui ne visent pas une société multiraciale, mais une société multiraciste. Oui, c'est ça, voilà.
On est dans des sociétés multiethniques en Europe de l'Ouest. Ça, c'est un fait. Voilà, on est dans des sociétés Mais un multiethniques. Français n'est même pas un Belge, par exemple. Enfin, vous Oui, oui. Et en plus, un Belge n'est même pas un autre Belge, encore le flamand et le wallon. Un wallon n'est pas un flamand ni un bruxellois. Oui. Mais outre les différences nationales, ces différences multiethniques n'entraînent aucune espèce de conséquence sur le plan juridique. Ce n'est pas parce que l'on vient d'origines différentes ou qu'on croit à des dieux différents qu'on doit avoir des comportements qui changent du reste de la société. On doit être respecté de la même façon et écouté de la même façon. Et on fait la différence ethnique, raciale, religieuse, on en fait un argument juridique pour séparer les hommes et les femmes. Et donc, c'est absolument le contraire de la Déclaration des droits de l'homme. Ça vous inquiète ? Oui, parce que je pense que c'est la fin de l'humanité. C'est la fin de l'idée d'un genre humain qui peut se parler. L'humanité est une, elle est aussi plurielle, et si on oublie qu'elle est une, on verse dans une certaine forme de barbarie. Et le wokisme paraît non seulement porteur d'une certaine barbarie, mais il me paraît porteur de sa propre autodestruction. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis... Donc le wokisme ne gagnera pas. Non, il ne gagnera pas, mais il peut nous empoisonner pendant des années, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et donc, les minorités croient s'unir en prenant l'homme blanc comme bouc émissaire, mais même ce bouc émissaire ne suffit pas donc, il se mord la queue, comme on dit, quoi. C'est un serpent qui se mord la queue. C'est un serpent qui se mord la queue, et c'est un germe de guerre civile, au moins de guerre civile verbale. Voilà, il y aura beaucoup de journalistes, comme celui que vous avez cité, je pense, dans les pays scandinaves, parce que cela cadre parfaitement, par ailleurs, avec la religion luthérienne, la culpabilité de l'individu. Donc c'est une manière de se flageller, de dire oui, je suis coupable et moi plus que tous les autres. Mais sur le plan politique, c'est une calamité. Et il faut toujours penser à pousser les jeunes générations, notamment dans les quartiers pauvres, dans les quartiers désertés, les pousser pour réussir et leur dire tu ne dois qu'à toi-même ta réussite. Et donc, tu forgeras ton destin sans recourir à ces alibis culturels ou ethniques qui sont de fausses béquilles. Donc, un discours qui encourage, un discours qui renforce, un discours qui dit que nous sommes égaux à la base, que nous sommes tous des êtres humains. Et que nous méritons notre réussite. Mais effectivement, encore une fois, voir le problème de la richesse et de la pauvreté en termes de couleur, pas du tout, mais c'est commettre une erreur monstrueuse sur la réalité sociologique de l'Europe. Et donc, est-ce qu'en Afrique, il n'y a pas aussi des riches et des pauvres, des très riches et des très pauvres, et pareillement en Asie? Donc, tout ça est une aberration, c'est une distraction par rapport aux vrais problèmes de nos sociétés. Donc, ce qu'on reproche concrètement à l'homme blanc d'un certain âge, comme vous le dites dans une de vos déclarations à la presse, c'est simplement qu'il est à l'origine du mal dans le monde. Alors, c'est une succession de termes péjoratifs vieux. C'est de l'agisme, blanc, mâle, occidental. Donc, ce n'est qu'une suite de défauts dont il devrait demander pardon et dont il devrait s'excuser en permanence, puisque pour l'homme blanc, exister, c'est s'excuser. Mais c'est absurde, ça ne tient pas debout. Et d'ailleurs, aux États-Unis, les plus grands contestataires de l'idéologie woke, ce sont des Afro-Américains. C'est John McWhorter, professeur à Columbia. Oui, qui a écrit aussi le woke racism. Oui, Wokeism as a New Religion, c'est As a New Racism, qui est professeur à Columbia, éditorialiste au New York Times. C'est Glenn Loury, c'est Thomas Sowell, c'est Thomas Chatterton Williams, qui vit à Paris, qui est un ami. Donc, c'est des gens qui disent cette théorie est meurtrière pour nous. Elle est meurtrière. Elle est infantilisante. Elle est infantilisante. Elle réduit notre travail à un quota. Elle nous rabaisse. Et c'est une ruse des élites blanches libérales pour nous maintenir sous leur coupe. Et je trouve cette remarque... C'est un point que dénonce notre amie commune, Ayaan Hirsi Ali aussi. Ayaan Hirsi Ali. Dans son travail. Et tout ça est parfaitement vrai. Donc encore une fois, on pose sous nos pieds une mine qui va nous exploser au visage. Et donc il faut contester cette idéologie à toute force, car elle
Elle provoque cela même qu'elle prétend Et on peut se dire, pour terminer, moi je me demande alors, quand je pense aux métis, si on veut revenir aux métis, je me dis, si l'homme blanc est coupable et les noirs sont des victimes, il faut choisir. C'est papa ou maman. Oui, c'est papa ou maman. C'est la grande question, mais heureusement qu'on peut tous rester ensemble. Oui, il y avait une très bonne phrase d'un grand écrivain ivoirien, c'est Kourouma. Amadou Kourouma. C'est incroyable. Je vois mon père qui lit Amadou Kourouma et vous me le citez. C'est un type génial et qui dit le métis est une personne perplexe qui est heureuse de ne pas être noire, mais qui est malheureuse de ne pas être tout à fait blanche. C'était à l'époque de la colonie. Aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé parce que les métis vont être évidemment majoritaires. Et encore, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé parce que c'est tout à fait différent. C'est la différence homme-femme. Puisque le wokisme prétend abolir, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des personnes avec utérus, il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des personnes avec un système génital pénien. Sur Air Canada, on ne dit plus mesdames et messieurs, mais on dit chers passagers. Sinon, on va mégenrer une personne qui ne se sent ni homme ni femme. On aura beaucoup d'occasions. On va en reparler quand Ayane Hirsi Ali sera là. Oui, donc, j'espère que vous viendrez nous rejoindre. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup Ayane, qui m'a envoyé son livre. On parlera de la protection des femmes musulmanes en Europe et on parlera également du problème du wokisme et de la situation aussi du djihadisme dans le monde quand elle sera là. Absolument. Et j'espère que vous nous rejoindrez. Donc, merci beaucoup. Merci et nous allons vaincre le wokisme et sauver les métis. Et donc votre fille. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast Asita, Insoumise et libre. Aujourd'hui, nous avons parlé du racialisme et de l'essentialisme avec M. Pascal Bruckner qui a évoqué son dernier livre avec nous. Incoupable, presque parfait.